Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et j'avais envie de vous proposer une nouvelle vidéo, après avoir parlé de San Siro. Alors depuis, ma vidéo, il y a eu pas mal, d'évolutions, je vais pas y revenir, on va attendre un petit peu que les choses se décantent pour pouvoir y revenir, vraiment en détail, et cette possibilité d'avoir du coup 2 stades, un pour, l'AC Milan et un pour l'Inter et un San Siro qui serait vide, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. J'avais envie aujourd'hui, plutôt de parler vraiment football et de revenir sur un thème. Je me suis pas mal interrogé en fait, sur Simone Inzaghi et notamment, les déclarations, de Beppe Marotta pour, le défendre, assez mollement et même vraiment mollement, et ça m'a plutôt intrigué et j'avais envie un petit peu de partager mes idées, de partager mes sentiments avec vous. Alors ce n'est pas pour défendre Simone Inzaghi, c'est pas mon objectif. Je vais essayer d'être le plus, neutre possible. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai plutôt, de l'affection pour cet entraîneur et pour ce qu'il avait fait aussi bien à la Lazio durant, son premier passage en tant qu'entraîneur professionnel. Il avait commencé à la Primavera d'ailleurs de la Lazio avant de devenir intérimaire et d'être, conservé en tant qu'entraîneur principal, remportant des trophées, hein, avec à la Lazio, que ce soit la Coupe d'Italie ou la Supercoupe. Il a déjà remporté la Coupe d'Italie et la Supercoupe la saison passée avec l'Inter, il ne faut pas l'oublier. Il a perdu le championnat aussi, il ne faut pas l'oublier. Enfin voilà, il y a un bilan. Mais je trouve certaines attaques assez dures quand je vois des titres de journaux comme Le Dernier Train pour Simone Inzaghi. Je m'interroge un petit peu, parce qu'il faut quand même rappeler un petit peu la situation. Certes, il a une équipe forte, il a un effectif de qualité. Alors, est-ce que c'est le meilleur d'Italie ou pas? Ça, on peut en débattre. Est-ce que c'est le plus complet? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des joueurs de très, très haut niveau. C'est sûr que quand on peut compter sur, Milan Skriniar, qu'on peut compter sur, Bastoni, qu'on peut compter, sur, Brozovic, Çalhanoğlu, Barella, Lukaku, Lautaro, ce sont des joueurs très clairement de haut niveau, surtout pour la Serie A, ça, il y a aucun doute. Il faut aussi rappeler qu'il est arrivé donc maintenant il y a un an et demi au sein d'une équipe qui venait d'être championne d'Italie. Conte avait décidé de s'en aller, sentant que les dirigeants eh bien, n'allaient pas investir, allaient plutôt affaiblir l'équipe. Et Simone Inzaghi lui a donc relevé ce défi. Il a repris une équipe championne d'Italie pour sortir de son confort. Alors, il a été choisi, on s'en souvient tous, aussi pour son choix tactique et le fait d'être un dogmatique du 3-5-2, comme Antonio Conte, dogmatique de la défense à 3. Et donc, ça permettait aussi d'avoir un nouvel entraîneur sans devoir révolutionner l'effectif. Si vous prenez un De Zerbi, par exemple, parce que c'est un nom qui tourne pas mal, il faut repasser dans un 4-3-3, donc défense à 4, avec aussi des ailiers avec des profils particuliers. Et ça, l'Inter, après le Scudetto il y a un an et demi et encore aujourd'hui, n'a pas ces profils-là. Donc c'est assez important de le rappeler. Inzaghi a été choisi pour ça. C'est vrai que c'est un entraîneur rigide d'un point de vue tactique. C'est le 3-5-2 et rien d'autre. Moi, le premier, notamment en cours de match, je le déplore. Je ne pense pas qu'il devrait passer en 4-2-4 comme il avait fait pendant un quart d'heure à Lecce en début de saison à chaque fois. Par exemple, à Bologne, puisque c'est le dernier match repère que l'on peut avoir. Est-ce qu'il aurait dû passer à trois attaquants? Mais Romelu Lukaku semblait physiquement fatigué. Donc, est-ce que mettre et Lukaku et Dzeko et Lautaro en même temps, ça aurait réglé les problèmes, sachant que l'Inter était surtout en difficulté pour créer des occasions contre Bologne? Je ne sais pas. Le fait de faire entrer Barella, c'était plutôt un bon choix, par exemple, même s'il n'a pas énormément apporté. Mais voilà, donc mettre des attaquants pour mettre des attaquants, c'est pas forcément utile. C'est vrai que Simone Inzaghi est un entraîneur prévisible dans son 3-5-2 et prévisible dans ses changements, à de rares exceptions. C'est poste pour poste. Effectivement, on sait que et sans donner beaucoup de place aux jeunes. On voit que Bellanova et Aslani ont disparu de la rotation depuis désormais quelques semaines. Donc, Simone Inzaghi, 47 ans, faut-il le rappeler, 10 ans de moins que Pioli, 15 ans de moins que Spalletti. Ça aussi, ça compte lorsque l'on fait un peu lorsque l'on met en perspective tout cela. C'est sa première expérience dans un grand club. Il n'a jamais remporté de championnat, c'est vrai. Il ne le remportera pas cette saison, c'est vrai aussi. Mais Pioli et Spalletti ont mis longtemps pour remporter les championnats. Pioli, seulement la saison passée avec l'AC Milan. Il avait notamment entraîné l'Inter. Alors, ce n'était pas une Inter pour être championne à l'époque, bien sûr,
Mais voilà, chaque entraîneur a souvent besoin de temps. Conte, lui, a été champion quasiment tout de suite après 2-3 expériences difficiles comme entraîneur qui se sont achevées très brièvement. Lorsqu'il a eu une équipe capable d'être championne, il a été avec la Juve, c'est vrai. Inzaghi, l'an dernier, avait une équipe capable d'être championne, il ne l'a pas été. C'est vrai aussi, il a été deuxième. On peut le mettre dans les échecs, c'est sûr. Mais pour revenir à Marotta, qu'il a soutenu mollement, ouvrant la porte du coup à des critiques et surtout ouvrant la porte à des spéculations. À peine Marotta a dit l'entraîneur et les joueurs doivent faire plus. Le nom de Thiago Motta est sorti comme entraîneur. D'accord. Thiago Motta, avec Bologne, fait de très belles choses depuis qu'il a repris l'équipe. Il a vraiment relancé cette équipe, comme il avait fait une très belle saison avec Spezia l'an dernier. Ça, c'est à mettre à son crédit, très clairement. C'est un bon entraîneur, un bon technicien. De ce que l'on lit, je vous conseille d'ailleurs de lire sa thèse lorsqu'il a passé le diplôme d'entraîneur en Italie, vraiment très intéressante sur la vision du football et la vision du rôle d'entraîneur, très moderne. Donc, très certainement, Thiago Motta deviendra un très grand entraîneur et je lui souhaite surtout un très grand entraîneur de très grands clubs et un gagnant. Est-ce qu'il est déjà prêt pour prendre une équipe comme l'Inter? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Ça pourrait être aussi prématuré puisque beaucoup d'entraîneurs se sont brûlés. Mais en tout cas, avant de parler de nouvel entraîneur, de succession, à moins d'un cataclysme dans les prochaines semaines, Simone Inzaghi terminera au moins la saison avec l'Inter. Il a ensuite encore 2 ans de contrat, donc on verra ce que ça donnera. On verra au niveau du club, au niveau également des dirigeants, de possibles évolutions. On parle depuis pas mal de temps, au moins à minima, d'un actionnaire minoritaire qui rentrerait dans l'Inter. Donc on verra voilà, s'il y aura des changements, peut-être qui apporteront de nouvelles solutions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, Simone Inzaghi est et sera l'entraîneur de l'Inter, qu'il est deuxième du championnat. Certes, il lui manque au moins 7-8 points, objectivement, pour être dans le standing. On peut revenir. Alors, il y a eu un mauvais début de saison, mais toutes les équipes ont des mauvaises phases et c'était acceptable. Vous voyez, l'AC Milan l'a eu en janvier, là, et c'est reprise. L'Inter l'a eu sur mi-septembre, fin septembre. Il y a eu une période difficile avec pas mal de défaites, notamment celle d'Udine qui avait fait mal. Mais ça arrive sur les dernières semaines, même en faisant les mêmes matchs, très clairement. L'Inter aurait dû s'imposer à Monza. On va, avec ou sans erreur d'arbitrage sur le but d'Acerbi pour le 3-1. Une équipe comme ça ne peut pas prendre un but à la 95e. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas l'entraîneur surtout qui est responsable, selon moi, de l'erreur, par exemple, d'Hendrik Mkhitaryan. Il a 34 ans et si, après tout ce qu'il a fait, il ne sait pas qu'à la 94e minute, on doit mettre le ballon en touche et ne pas tenter de faire une sorte de sombrero au milieu du terrain, enfin, voilà, je ne pense pas que Simone Inzaghi soit responsable de ça. Le match contre Empoli, Skriniar prend un carton rouge. C'est le genre de match où, au minima, tu dois faire match nul et te contenter du point. Tu es à domicile. Voilà. Pareil, Bologne, c'est un match très compliqué. Tu n'arrives pas à te créer d'occasion. Et qu'il y ait 2 erreurs dans la même minute, 2 fois la même, avec des erreurs de relance axiale, Acerbi à la 74e, puis D'Ambrosio à la 75e, ça m'interroge. Oui, l'entraîneur sur le banc, à ce moment-là, peut crier, après l'erreur d'Acerbi, disant utilisez la tête, réfléchissez. Certainement, un Conte l'aurait fait, ça. Il télécommandait quasiment les joueurs depuis le banc de touche. Donc, c'est vrai. Inzaghi aurait pu tout de suite se lever. Peut-être il l'a fait pour dire à ses joueurs attention, ne faites plus ces erreurs-là, concentrez-vous. OK. Mais sur le terrain, un Marcelo Brozovic, à ce moment-là, il a quasiment 31 ans, il a le brassard de capitaine autour du bras. C'est à lui aussi de dire à ses coéquipiers hey, les gars, on n'y arrive pas, on fait autrement. Ou c'est à lui de faire l'appel pour prendre la balle. Les 2 fois, il est à côté du porteur du ballon. C'est lui le regista de l'équipe. C'est lui qui doit faire quelque chose sur le terrain. Inzaghi ne peut pas tout faire. De la même façon, Çalhanoğlu, sur les 2 occasions, est très très haut à attendre le ballon. Alors, c'est peut-être des consignes d'Inzaghi de le mettre plus haut, comme Bastoni, qui ont trouvé les gauche à chaque fois. OK. Mais si Çalhanoğlu, sur le terrain, voit que son équipe n'arrive pas à sortir le ballon tout seul, il doit se dire je viens décrocher, je viens offrir une solution. Il ne l'a pas fait. Donc, pour reprendre ses déclarations qui sont ce matin sur la Gazzetta dello Sport, il se considère top 5 à son poste et il veut être regista. S'il est Mezzala sur le terrain, il doit faire un jeu de Mezzala, mais il doit aussi lire
les parties. C'est un joueur expérimenté, il a 29 ans, il a joué quasiment à tous les postes du milieu de terrain. On doit attendre de sa part du leadership. C'est bien de parler, il fait de très bons matchs. Je ne remets pas du tout en cause son apport, et notamment le fait qu'il ait remplacé de façon très convaincante Marcelo Brozovic en tant que regista. Que Simone Inzaghi n'utilise pas le double pivot, le doppio play, comme on dit en Italie, pour mettre deux solutions à la ressortie de balle, c'est une chose. Moi, j'espère qu'il le fera en mettant un Barella plus haut. S'il ne le fait pas, ça n'empêche pas les joueurs eux-mêmes, par moment, d'avoir la lecture et de proposer des solutions. On sait que Simone Inzaghi n'est pas un entraîneur alors il est dogmatique, il est rigide tactiquement, c'est un fait, mais il n'a pas cette rigidité de Conte où chaque pas, chaque mouvement est télécommandé. Quand Bastoni se retrouve ailier gauche et que Gosens est plus bas, il y a certainement l'idée de Simone Inzaghi du dépassement de fonction, puisque Bastoni, très souvent, on le voit aller très haut, mais qu'en début de construction, on soit déjà dans ce rôle-là, moi j'ai la conviction, peut-être que je me trompe, mais j'ai la conviction que Bastoni de lui-même est allé plus haut et a dit à Gosens, reste plus bas, et on va construire comme ça. Parce que Gosens, on le sait, comme Dumfries de l'autre côté, ce ne sont pas des joueurs en début de phase de possession qui ont une utilité. Ils n'ont pas la qualité technique, ils n'ont pas. Voilà, ce ne sont pas des joueurs à degré moins, même un Di Marco ou même Darmian savent combiner avec le milieu de terre, avec le Mezzala, faire des permutations, des 1-2, des choses comme ça. Dumfries et Gosens, non. Ils sont utiles dans le dernier tiers du terrain. Et Gosens, certainement, était le meilleur joueur offensivement de l'Inter contre Bologne. Dumfries, sûrement le pire. Donc, je ne remets pas en cause la possible utilité qu'ils ont, mais tous les deux n'ont pas cette qualité-là. Donc, Bastoni fait un dépassement de fonction et va plus haut. Le problème, c'est qu'il est plus en défense, perte de balle, il y a un trou en défense. Voilà. Et là-dessus, je pense que oui, l'entraîneur a un tort, mais aussi les joueurs et aussi les dirigeants. Parce que ce qui se passe depuis qu'Inzaghi est arrivé, c'est que chaque année, l'équipe qui était championne d'Italie en 2021 avec Conte s'affaiblit. Il a perdu Hakimi. On lui a remplacé par Dumfries. Tu veux un joueur plus de 60 millions, tu en achètes un autre 12-13 millions d'euros. Très bonne opération financière. Mais effectivement, Dumfries est un piston à 12-13 millions d'euros. Quand on parle de le revendre 50-60, moi, je ne sais pas si tu le revends 30 déjà. Pour moi, c'est une bonne opération parce que c'est un joueur qui a faim, qui a beaucoup de combativité, qui a de la vitesse. Lorsqu'il est lancé en profondeur, peut faire très très mal. Il a même marqué des buts comme ça. Il a des qualités, mais c'est pas un joueur toute face sur le côté qui va tout faire. C'est pas Hakimi et c'est pas Perisic. Perisic, on en parle. L'été dernier, l'Inter perd Perisic à 0. Anticipation Gosens à 25 millions d'euros. Joueur blessé depuis longtemps et surtout un joueur au profil différent. Parce que le problème de l'Inter, c'est le cas depuis que Conte est arrivé, mais ça s'aggrave chaque année, c'est que l'Inter est une équipe qui ne dribble pas, qui n'a pas de profil pour dribbler. La saison passée, il y avait 3 joueurs qui dribblaient un peu. Perisic sur le côté gauche, Alexis Sanchez comme attaquant et Joaquin Correa aussi comme attaquant. 2 sont partis. Perisic fait un contrat et Alexis Sanchez a été payé pour libérer de la masse salariale et il est parti à Marseille où il fait très bien. Et Correa, lui, a disparu. Sa première saison à l'Inter était, on va dire, moyenne. La deuxième, entre les problèmes physiques et on sent clairement que mentalement, il n'y est plus. Ça ne remet même pas en cause les qualités du joueur. Là, c'est plus où il est rentré dans un cauchemar et on voit qu'il n'en sort pas. Voilà, certainement, là, son aventure à l'Inter prendra fin à la fin de la saison parce que là-dessus, oui, Inzaghi voulait Correa parce qu'il le connaît, il connaît ses qualités, il s'est sûrement trompé parce que c'est pas un joueur qui a la mentalité pour réussir dans un club avec une telle pression. Et on le voit lorsqu'il rentre, alors là, il est blessé actuellement, mais lorsqu'il rentrait sur le terrain ces dernières semaines, il a été sifflé directement par le public. Une partie du public, Correa, il faisait il faisait que des mauvais choix derrière. Il est clairement, il n'y est plus en quelque sorte. Donc voilà, parenthèse refermée sur Joaquin Correa. J'en ouvre une autre. Lorsque l'on dit Dybala ou Correa, l'été dernier, que Inzaghi aurait insisté pour conserver Correa et ne pas prendre Dybala, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai quand même de gros doutes. Je pense que c'était Dybala ou Lukaku, que
et Zhang et Inzaghi préféraient Lukaku pour le profil de joueur, pour le souvenir qu'il avait laissé à l'Inter, pour son envie de venir. Et ils ont fait ce choix qui, je l'avais dit à ce moment-là, et je le confirme, et malheureusement, la blessure de Lukaku ne l'ont pas aidé, et les deux blessures. Mais Dybala était le joueur qui manquait. Alors, il est aussi fragile physiquement, donc il ne faut pas s'en cacher. Mais ce joueur qui te crée un peu de fantaisie dans le dernier tiers du terrain, ce qui manque à l'Inter, parce que l'Inter a un jeu qui est agréable souvent à regarder, mais qui est dans un ton très, très monotone, fait de passes, de passes, de passes, de passes. Et quand tu joues contre Porto en Ligue des Champions et que tu joues bien en faisant ton jeu et que 4 jours plus tard, tu te retrouves à Bologne à 12h30 sous la pluie contre une équipe très agressive, ben, ton jeu de passe fonctionne un peu moins bien et tu t'en sors pas parce que tu n'as pas de plan B. Là-dessus, par contre, Inzaghi, oui, a des torts. Mais comme est construit de l'équipe, c'est aussi un tort. Parce que, voilà, il a perdu Hakimi pour Dumfries, il a perdu Perisic pour Gosens. Heureusement, Di Marco a éclos. On peut le mettre aussi au profil de Simone Inzaghi, qui a fait progresser Federico Di Marco, qui lui a donné une constance, comme il a fait progresser à Calhanoglu. Lorsqu'il arrive pour remplacer Eriksen, il y a beaucoup, beaucoup de scepticisme, pour ne pas dire plus. Lui, tout de suite, il a dit j'aime beaucoup ce joueur, j'en ferai mon nouveau Luis Alberto. Et là-dessus, il a réussi. C'est devenu un joueur beaucoup plus régulier, plus décisif par rapport aux joueurs qui avaient des éclairs de génie lorsqu'il jouait à l'AC Milan, mais qui avait aussi de nombreux matchs où il était transparent. Là, il a pris une autre dimension. Alors, top 5 des milieux dans son rôle, je ne sais pas. J'en doute un peu, mais en tout cas, très bon joueur. Il n'y a pas de doute. Et Simone Inzaghi a un mérite là-dessus, comme les progrès de Bastoni, notamment d'un point de vue de sa projection vers l'avant, de devenir toujours plus ce milieu ajouté. On peut les mettre au mérite d'Inzaghi. Donc, tout n'est pas noir ou tout blanc. Mais lorsque tu as une équipe qui a quasiment 29 ans de moyenne d'âge, plus âgée de la série, alors que tu as une équipe qui réussit 3 dribbles par match, qui est le plus faible total de la Serie A, et que ton joueur qui dribble le plus, c'est Barella, c'est vraiment au-delà des choix tactiques, des choix de joueurs, c'est des problèmes qui touchent l'organisation de l'Inter. Et ça, Simone Inzaghi, qui est un entraîneur et un homme, je pense, très respectueux, ne fait pas comme Conte. Moi, je pense que Marotta et sa déclaration, disant qu'il attendait plus de l'entraîneur et des joueurs, Marotta n'aurait jamais fait avec Antonio Conte. Parce que Conte, une déclaration comme ça, il arrive en conférence de presse 2 jours après, il casse tout. Il aurait déjà tout cassé à Peno Gentile, je pense, 1 heure après la déclaration, en interne. Il aurait tout cassé d'un point de vue public quelques jours après. Inzaghi, lui, ben, il prend, à chaque fois qu'il y a une critique, il prend, il dit toujours on doit faire plus, et il prend les critiques. Alors pour le moment, il n'arrive pas à avoir ce déclic pour le faire passer de bon entraîneur à un entraîneur vainqueur, parce que même s'il remporte des coupes, qui peut encore gagner la Coupe d'Italie cette saison, voire, même si bon, la Ligue des Champions, parce qu'il est toujours en lice, mais bon, on va dire la Coupe d'Italie, c'est un objectif possible pour l'Inter en tout cas, et aller en quart de finale de Ligue des Champions aussi, ce qu'on n'a pas fait compter par exemple faut-il le rappeler, puisqu'il n'est jamais sorti des poules de la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a aussi des mérites. Malgré un effectif qui vieillit chaque année, où on prend des Dzeko, des Mkhitaryan, des joueurs très fiables, très bien, mais c'est du court terme. Et Inzaghi doit composer avec ce court terme. Il sait qu'il doit finir, si possible, deuxième, parce qu'entre la deuxième et la quatrième place, entre les millions d'euros de droits télé en Serie A, entre les millions d'euros en Ligue des Champions, entre quand tu finis deuxième ou quatrième, tout réuni, c'est 10-15 millions d'euros de différence entre deuxième et quatrième de Serie A. Et il sait que ces 15 millions d'euros-là, l'Inter en a vraiment besoin. Donc, il ne peut même pas se dire moi, je mise tout sur les Ligue des Champions en gérant le championnat. Il sait qu'il doit toujours être au maximum. Il n'a pas le droit à l'erreur. Et au-delà du fait qu'il ne lance très rarement des jeunes, déjà la Lazio, c'est difficile de lancer un Aslani dans ces conditions-là, parce que ça, une part de risque, peut-être peut-il, parce qu'Aslani a des qualités techniques, il n'y a aucun problème, mais c'est un joueur qui n'a pas l'habitude du haut niveau. Alors, on acquiert le haut niveau en jouant, oui, mais Inzaghi n'a pas cette possibilité de se tromper, parce que, il s'est déjà trompé pas mal cette saison. Heureusement pour lui, les autres aussi.
Et deux, finalement, lorsqu'on regarde son effectif, lorsqu'on regarde la situation de l'Inter, c'est encore plus pesant. Regardez le Napoli il y a 2 ans, avec Gattuso, il rate la Ligue des Champions à la dernière journée. Bon, il n'y a pas eu de révolution. Ça n'a pas été un drame. Je veux dire, bon, Gattuso est parti, Spalletti est arrivé, ils ont fait un peu de mercato. La saison passée, le Napoli fait un bon début de championnat, ils sont à la lutte pour le Scudetto. À un moment donné, ils craquent, ils finissent troisième. Bon, pas de révolution au niveau de Spalletti. De Laurentiis confirme Spalletti, une ancien autre entraîneur. Changement dans l'effectif, on baisse la masse salariale, on rajeunit l'équipe, et ça marche parce qu'il y a une vision et parce que 2 ans auparavant, le fait de ne pas aller à la Ligue des Champions n'a pas écroulé le projet, parce que le Napoli, depuis des années, est un club bien géré, sans dette. L'Inter est un club endetté qui ne peut pas se permettre d'échouer. Et ça ajoute de la pression à l'entraîneur. Au-delà du fait d'être à l'Inter, ça ajoute de la pression. Et lorsqu'il y a un communiqué de la Cour Nord disant que Inzaghi se trompe tactiquement et qu'il a un comportement de provincial, moi, ça m'interroge. Alors derrière, le communiqué a été adouci par la Cour Nord après le 0-0 contre la Sampdoria. Mais c'est quand même, j'espère que ça ne vienne pas du club, parce qu'entre ce communiqué-là, les propos de Marotta qui protègent en affaiblissant, en tout cas c'est mon avis, Inzaghi, je trouve qu'il y a un vent plutôt nocif autour de l'entraîneur et qu'on essaie de lui faire porter le chapeau. Et moi, ça me gêne parce qu'encore une fois, il a des torts. Avec cet effectif-là, il devrait avoir 6-7 points de plus en Serie A. Le Napoli fait un parcours hors norme, donc même si l'Inter était à 100%, le Napoli aurait une dizaine de points d'avance. Voilà, il n'y a rien à dire. L'Inter aurait dû battre Monza, aurait dû battre la Sampdoria. Ça fait 4 points en plus par rapport à ces 2 matchs nuls. À minima, le nul contre Bologne et contre Empoli, vu le scénario du match contre Empoli avec le carton rouge de Skriniar, ça faisait 6 points en plus. L'Inter aurait ce petit match-là, là, alors que des matchs plus compliqués, la Juventus, la Fiorentina, la Lazio, vont arriver sur fin mars, avril. Donc ça va être des moments un peu plus difficiles. Mais voilà, pour résumer, pour terminer cette vidéo avant le match Inter-Lecce qui sera forcément important pour l'Inter, avant Spezia aussi Inter vendredi prochain qui est avancé puisqu'il y aura derrière Porto-Inter à la mi-mars. Avant ces 2 matchs abordables, voilà, j'avais envie de dire qu'Inzaghi ne fait pas tout bien, mais pour moi, le principal responsable, ce n'est pas lui. Il est dans une situation compliquée, c'est un jeune entraîneur. Et surtout, vu la situation du club actuel, il faut arrêter de dire un fonds arabe va arriver et qu'un fonds du Moyen-Orient va arriver et mettre 1 milliard d'euros comme ça pour changer toute l'équipe. Là, à l'heure actuelle, il y a une situation, on ne connaît pas le futur. Dans la situation actuelle, je ne vois pas beaucoup d'entraîneurs qui pourraient faire mieux que Simone Inzaghi depuis qu'il est arrivé, et surtout cette saison, où encore une fois, il est deuxième. Il doit avoir des points en plus, mais le Napoli est injouable. Il a en huitième de finale de Ligue des Champions en ayant gagné le match aller. Il a demi-finale de Coupe d'Italie, il a remporté la Supercoupe. C'est pas la Supercoupe, c'est anecdotique, mais c'est un trophée, c'est quelques millions en plus. C'est battre l'AC Milan. Je pense que ça a créé du bonheur à tout le monde. Donc voilà, c'est pas non plus à complètement jeter. En revanche, il y a ce bloc, alors est-ce que c'est de concentration, de motivation, qui vient aussi bien de l'entraîneur, du staff que des joueurs, qui pose problème. En tout cas, voilà, là-dessus, il doit travailler et trouver une solution, car il est à l'Inter, il est payé pour être entraîneur de l'Inter, il doit donc avoir des résultats. Mais voilà, ne pas dédouaner les dirigeants pour la gestion de l'effectif. Encore Skriniar cette saison. Simone Inzaghi n'y est clairement pour rien dans ce cas-là. C'est la gestion des dirigeants qui ont décidé de ne pas le vendre en août, qui ont décidé de croire vraiment à la prolongation. Inzaghi lui a continué à maintenir confiance à Skriniar. Il lui a mis le brassard autour du bras lorsqu'Andanovic et Brozovic n'étaient pas là. Donc voilà, il s'est retrouvé à perdre un des leaders du vestiaire. Et j'imagine que pour lui, ça n'a pas été évident. Donc ça non plus, voilà, encore une fois, ça fait partie des détails. Ça fait partie de l'histoire dans une saison, mais ça a forcément eu un poids. Et ça non plus, il ne faut pas l'oublier, le diminuer. Donc voilà, je pense, moi, que les torts sont vraiment partagés, que si l'entraîneur a des torts,
les dirigeants des torts et les joueurs aussi, parce que c'est des joueurs, pour la plupart expérimentés, et ils doivent, eux-mêmes, savoir se gérer et je ne pense pas qu'un entraîneur doive, motiver des joueurs pour porter le maillot de l'Inter. Sinon, ce serait vraiment très, très grave et ça veut dire que ces joueurs-là ne méritent pas, tout simplement, de porter, le maillot nerazzurro. J'espère que ça vous a plu, pour cette vidéo. Il me reste juste à vous saluer. On aura l'occasion de se retrouver, notamment sur les réseaux sociaux et puis pourquoi pas des podcasts, des spaces pour, sur, Canal Inter. Ciao, ciao.